Merci d'accueillir Éléonore Roland, jeune chercheuse en éthologie. Éléonore Roland, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chercheuse en éthologie à l'Institut Max Planck, en section anthropologie évolutive à Leipzig, et en même temps, vous travaillez à l'Institut des sciences cognitives à Lyon. Vous allez soutenir votre thèse en janvier 2025. Donc Cédric Sueur, qui est dans le film, il a été votre directeur de recherche en master. Aujourd'hui, vous travaillez à Lyon pas sur les macaques, mais sur les chimpanzés, et notamment le lien particulier entre la mère et l'enfant. Alors j'ai donné plein de mots un peu techniques, anthropologie évolutive, éthologie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors merci Eric pour cette présentation. Donc l'anthropologie évolutive, c'est défini par l'étude de l'évolution biologique et culturelle de l'humanité, et donc notamment les caractéristiques génétiques, physiques et comportementales des humains, de nos ancêtres communs, et aussi des primates non humains. Déjà, il y a un lien entre les primates et nous, là. C'est des sciences qui se rejoignent. C'est ça. Et l'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux dans leur milieu naturel. Alors, quels sont les liens et les différences ? On a parlé de macaques, vous travaillez sur les chimpanzés. Quels sont les liens et les différences entre eux ? Alors, c'est des familles différentes. Les macaques sont des cercopithèques, alors que les chimpanzés sont des hominidés, donc comme nous. Et ils sont dans des répartitions géographiques différentes. Les chimpanzés, on ne les retrouve qu'en Afrique, alors que les macaques, on les retrouve en Afrique du Nord et aussi en Asie, comme les macaques japonais. Donc il y a aussi différentes structures sociales. Donc les chimpanzés, ils ont un système de fission-fusion. Ça veut dire que pendant la journée, ils vont se séparer en petits groupes pour chercher la nourriture, et ensuite ils vont revenir ensemble pour aller dormir, alors que chez les macaques, on ne retrouve pas ce genre de comportement. On a aussi des similarités génétiques. Donc avec les chimpanzés, 98% de notre génome est en commun, alors qu'avec les macaques, seulement 93%. Donc 98% du génome commun, c'est énorme, hein, c'est vraiment extrêmement proche en termes de statistiques génétiques. Donc je le disais, hein, cette question de la relation mère-enfant, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc mon sujet de recherche, je regarde les théories qui sont connues chez les humains, donc les théories de l'attachement, donc suivant comment les parents vont se comporter avec leurs enfants, donc s'ils vont être très responsive aux besoins de leur enfant, très protecteurs. Donc ça va développer chez l'enfant un attachement sécure, alors que s'ils vont plutôt le rejeter, l'enfant va développer un attachement insécure, évitant ou anxieux. Et donc je regarde si on retrouve les mêmes choses chez les chimpanzés sauvages, et donc d'après mes résultats, on retrouve la même chose, les mêmes diversités d'attachement. Donc là, on a une vidéo de ce que vous avez pu filmer, hein. Là, on est en Afrique, hein, c'est ça ? Oui, donc là, on voit un petit avec sa mère qui est en train de manger un fruit. Donc là, c'est une jeune femelle qui est âgée de seulement quelques semaines. Donc on voit qu'ils sont très proches, et donc la maturité sexuelle des chimpanzés arrive seulement à 12 ans. Et ensuite, les femelles quittent le groupe et vont chercher un nouveau groupe dans la forêt. Alors, on va revenir sur cette définition de la culture. Comment on définit la culture et comment on analyse ça chez les chimpanzés, par exemple ? Alors la culture, c'est défini comme un ensemble complexe de normes, pratiques, comportements qui va être associé à un groupe. Donc on a pensé pendant longtemps que c'était juste pour les humains, et on voit maintenant qu'on retrouve ça aussi chez les animaux non humains, donc comme les macaques japonais avec le lavage de patates douces, mais aussi chez les chimpanzés avec l'utilisation d'outils. Donc là, on a une vidéo d'une femelle chimpanzé qui est en train de casser une noix. Donc elle ne peut pas avoir l'intérieur de la noix juste avec sa bouche, donc elle utilise un bâton. Certains chimpanzés utilisent aussi des cailloux. Et donc, comme ça, elle peut extraire la noix, et les noix sont très riches, notamment en gras, donc, qui est une bonne source. On est sur votre domaine de recherche, enfin, sur votre zone de recherche, on est en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est des chimpanzés qui sont sauvages, qui vivent dans la jungle, et sont habitués à la présence humaine. Donc c'est avec le TCP, le Tai Chimpanzee Project, qui a habitué ces chimpanzés depuis 45 ans maintenant. Et là, elle fait quelque chose de particulier, là, la femelle. Oui, donc elle n'arrive pas à atteindre la nourriture qui est à l'intérieur de la noix, donc elle va fabriquer un outil. Elle va prendre une brindille, la transformer, et comme ça, elle peut s'en servir comme une petite cuillère et atteindre ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on voit qu'il y a son enfant derrière qui regarde, il observe attentivement pour ensuite pour apprendre ce comportement. Donc là, il va essayer
de faire la même chose. Donc il va trouver une noix et il va essayer de prendre une brindille pour faire le même comportement. Donc, malheureusement, il a pris une noix qui est vide, donc il n'aura pas de nourriture. Mais c'est petit à petit comme ça qu'il apprend. Et ce genre de comportement, le cassage de noix, les chimpanzés le maîtrisent après 15 ans. Et donc on comprend le temps d'apprentissage. Hein. Chez nous, les humains, on a tendance à dire on a une très longue période d'apprentissage avant d'être vraiment autonome. Il y a quelques animaux sur Terre qui ont cette période d'apprentissage aussi longue. Alors, pour analyser tous ces comportements, on l'a vu dans le film, vous utilisez de l'observation physique, vous êtes présente sur site, mais vous aidez aussi parfois, alors c'est pas forcément votre cas, vous allez nous le dire, de l'intelligence artificielle dans l'analyse des vidéos, c'est ça ? Oui. Oui, donc nous, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, on va juste regarder les comportements et les noter avec un logiciel qui est sur le téléphone. Mais du coup, d'autres groupes de recherche utilisent l'intelligence artificielle. Donc là, comme on peut voir, ça va permettre d'identifier les comportements et de pouvoir les coder. Et c'est beaucoup plus rapide parce que normalement, c'est des chercheurs, des stagiaires qui vont passer des heures et des heures à regarder ces vidéos pour noter tous les comportements un à un à la main, parfois regarder les vidéos plusieurs fois. Alors que là, avec le logiciel, en quelques minutes, c'est fait. Ça permet aussi d'identifier les visages des individus. Et ça, en général, ça prend vraiment beaucoup de temps pour les chercheurs, donc comme Cédric a expliqué. Les 100 macaques qu'il fallait identifier dans les onsen, en fait, là, en quelques secondes, on va être capable de les identifier de façon automatique, alors que si vous deviez le faire, ça vous prendrait des semaines pour apprendre à les reconnaître. C'est ça. Donc ça, c'est quand même une révolution. Pourquoi est-ce que c'est important et impactant de faire ces études sur les macaques et les chimpanzés et leur comportement ? Donc étudier le comportement des animaux, c'est important car ça va nous permettre de comprendre aussi l'évolution des humains, comment est-ce que ces comportements ont pu apparaître chez nous et aussi les différences. Et bien sûr comprendre comment ça se passe chez les animaux pour pouvoir mieux les protéger, notamment les animaux qui vivent en captivité, donc pouvoir faire des enrichissements, savoir quels sont leurs comportements dans le milieu naturel pour pouvoir reproduire ça en captivité. Oui, parce que ça n'a pas été tellement évoqué dans le film, mais évidemment tous ces animaux sont protégés, ils sont parfois en voie d'extinction. Il y en a une partie qui continue à vivre en liberté, à l'état sauvage, mais la meilleure façon quand même de les protéger, c'est d'en conserver une partie en captivité pour les protéger, pour qu'ils puissent se reproduire. Donc là, il faut adapter les conditions de vie à leur pratique, à leur culture, du coup, c'est ça ? Oui. Bon, après, la meilleure façon de les protéger, c'est protéger leurs habitats, donc, qui est notamment essayer de lutter contre la déforestation et le braconnage. Oui, c'est ça, on ne peut pas directement agir sur eux, c'est sur les habitats qu'il faut agir. Alors, justement, à partir de ces études-là, on a envie de vous demander comment était l'être humain, quelle était sa culture il y a 2 millions d'années, au moment où il y a cette différence qui se fait entre les autres primates et notre lignée. C'était quoi notre première culture ? Donc, il y a 2 millions d'années, c'était Homo habilis, donc il savait se servir des pierres et c'était un cueilleur-chasseur, donc il allait cueillir des fruits dans les arbres et aussi chasser de temps en temps. Et donc voir que les animaux peuvent aussi utiliser des pierres, comme les macaques japonais, ça peut être aussi un précurseur pour mieux comprendre comment ça se passait avant. Après, bien sûr, on n'aura jamais toutes les réponses de comment étaient les hommes, les humains d'il y a 2 millions d'années, mais ça peut aider à apporter des nouvelles informations. Bon, probablement que nos premiers gestes étaient proches de ces gestes-là et de ce développement de cette culture. Merci énormément, Éléonore Roland. C'est un très beau témoignage que vous nous avez fait là. Je crois qu'on peut l'applaudir pour la remercier. Merci.